Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Des phrases, des gestes et des images. La diplomatie passe aussi par des symboles. L'Union pour la Méditerranée a été lancée à Paris, au programme des ambitions économiques, bien sûr, mais également la paix au Proche-Orient. Nous reviendrons sur cette question et bien d'autres avec l'invité exceptionnel de ce journal, le président syrien Bachar el-Assad. Dans l'actualité de ce dimanche, l'épilogue et la fin de cavale dans l'affaire du quintuple meurtre de Toulouse. Après 48 heures de recherche, le suspect numéro 1 a été retrouvé. L'homme a tenté de se donner la mort au moment de son interpellation. La vente d'alcool interdite aux mineurs en France, et cela dès 2009. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, le souhaite. Une mesure délicate à appliquer. Reportage à suivre ce soir. Une semaine après les vacances au camping, 24 heures dans un grand hôtel. C'est un nouvel épisode de nos destinations de l'été. Le grand format de ce soir nous emmènera dans les coulisses d'un palace 5 étoiles. Enfin, le Tour de France a pris un peu de hauteur dans les Pyrénées. Étape remportée par l'Italien Riccardo Rico. Sur la route aujourd'hui, 3 spectateurs, pas comme les autres. Cadmerade, Clovis Cornillac et Gérard Jugnot. Ils nous donneront leur impression tout à l'heure et nous parlerons de Faubourg 36, le film événement de la rentrée. Merci d'être avec nous. Nous sommes le dimanche 13 juillet et nous allons bien évidemment accorder une page importante de ce journal au sommet parisien de l'Union pour la Méditerranée. Notre invité sera tout à l'heure le président syrien Bachar el-Assad. Mais avant cela, l'essentiel de l'actualité de cette fin de week-end avec tout d'abord l'épilogue dans l'affaire du quintuple meurtre de Magdeleine-sur-Tarn, près de Toulouse. Le meurtrier présumé était, je vous le rappelle, recherché depuis 48 heures lorsqu'hier, vers minuit, celui-ci a tenté de se donner la mort au moment de son interpellation. Avec nous, sur place, notre envoyé spécial, Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud. Alors les choses se sont donc précipitées hier en fin de journée. Racontez-nous les faits. Oui, et je vous propose d'abord de découvrir les images de la fameuse Fiat Panda couleur bordeaux que les gendarmes ont cherché pendant plus de 48 heures. Et on constate que ce véhicule conduit par Jean-Claude Vaquier avait des plaques d'immatriculation qui avaient été modifiées. Le 31 était devenu 81. Alors tout s'est accéléré hier à 21 heures lorsque Vaquier téléphone à son épouse avec son portable. Celle-ci prévient les gendarmes qui parviennent à le localiser et il constate que Vaquier est ici et qu'il se rend tout simplement chez lui, dans sa maison. Alors ils vont boucler le secteur, le sécuriser, ils demandent aux voisins de se mettre au lit, de ne plus bouger. Et pendant plus de 3 heures, ils vont observer le bâtiment. À 23h45, Jean-Claude Vaquier sort, les gendarmes tentent de l'interpeller, mais l'homme est armé et il se tire une balle dans la tête. Jean-Claude Vaquier n'est pas mort, il a été hospitalisé dans un état très grave. Et c'est un peu l'épilogue tragique, car cette maison derrière moi, celle du quintuple assassinat, vient de faire hier soir une 6e victime. Merci Arnaud. Autre enquête, celle sur les circonstances de l'accident de car de l'autoroute A6. Accident qui, je vous le rappelle, a fait une victime, un enfant de 10 ans, ainsi qu'une trentaine de blessés. 2 conductrices belges impliquées dans l'accident, mais également le chauffeur du car sont toujours en garde à vue. Reportage Denis Sébastien et Philippe Fivet. Pour cette famille, c'est enfin le retour à la maison. Le petit Idriss a été blessé au visage, mais il peut quitter l'hôpital. En revanche, 2 de ses camarades sont toujours dans un état grave. Le pronostic vital est réservé pour l'un d'entre eux. J'ai eu sa sœur au téléphone. C'est très dur. Et j'ai une grosse pensée pour lui. Et j'espère qu'il va s'en sortir. Hier matin, 2 voitures immatriculées en Belgique, se suivant de près, doublent le quart des enfants. L'une d'elles le percute, il finira sa course dans le fossé. Les familles, toujours sous le choc, ne comprennent pas. Ces chauffeurs là qui font n'importe quoi sur les routes, quoi. Ils font même pas attention. Alors là, moi je sais que je pardonnerai pas ça. Les 2 conductrices belges et le chauffeur du bus ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Pour expliquer l'accident, les conductrices affirment que c'est le bus qui s'est déporté de sa voie, une version contestée par le chauffeur du car. Il considère que lui n'a pas dévié de sa trajectoire et s'est maintenu sur sa voie de circulation. Pour tenter de départager ces versions contradictoires, un expert est venu examiner le car aujourd'hui. Quant aux 2 véhicules belges, ils vont eux aussi faire l'objet d'une expertise approfondie. Nous avons les techniciens en identification criminelle qui ont fait des prélèvements notamment de peinture pour savoir par rapport aux différents chocs que nous avons qui a véritablement touché quel autre véhicule. Ce soir, c'est la version du chauffeur du bus que semble privilégier la justice. L'homme a été remis en liberté. Les 2 conductrices belges, quant à elles, sont toujours interrogées.
Et on apprend ce soir que le chauffeur n'a donc pas été mis en examen. Il était placé sous le statut de témoin assisté. Les auditions des conductrices belges, elles, sont donc toujours en cours. Alors cet accident pose bien sûr le problème de la sécurité routière et plus particulièrement celle des autocars. Celui qui transportait les enfants hier n'était pas équipé de ceinture de sécurité. On fait le point sur la législation avec Anne-Charlotte Inet et Emmanuel Beck. Vérifiez si vous êtes attachés. Non, monsieur. Des enfants bien attachés, c'est la première règle de sécurité à bord d'un autocar. Port de la ceinture obligatoire. Et aujourd'hui, les 31 enfants présents ont tous retenu la leçon. À l'entrée du car, on leur explique tous que pour raison de sécurité, il faut impérativement mettre les ceintures. Toutes les ceintures sont mises. C'est souvent le cas? Souvent, oui. Très souvent. Oui. Sauf quand il n'y a pas de ceinture. C'est le cas pour les cars mis en service avant 99. C'est un bus sans ceinture de sécurité. À l'époque, rien n'obligeait les transporteurs à équiper leurs autocars de ceinture, mais depuis, c'est devenu obligatoire. Résultat, seuls 30% des véhicules en disposent et il faudra 15 ans pour que l'ensemble des autocars soient mis aux normes. Trop long, dit la Ligue contre la violence routière. Selon elle, c'est aux parents de faire pression sur les transporteurs. Il faut absolument que les parents exigent des organisateurs de voyage que les cars dans lesquels seront leurs enfants soient munis de ces ceintures. C'est vraiment un message tout à fait essentiel. Certains départements comme l'Hérault et la Côte d'Or n'ont pas attendu pour sécuriser leur parc. 80% de leurs cars sont équipés. Tous véhicules confondus, 400 personnes meurent chaque année en France parce qu'ils ne portaient pas de ceinture de sécurité. Une marche silencieuse était organisée aujourd'hui à Amiens en mémoire aux 2 étudiants assassinés à Londres. L'un d'eux était originaire de la région. À Londres, justement, 2 hommes sont désormais inculpés dans cette affaire. La journée de toutes les diplomaties aujourd'hui à Paris. Outre le lancement de l'Union pour la Méditerranée souhaité par le président Nicolas Sarkozy, que faudra-t-il retenir de ce sommet? Autour d'une même table, des frères ennemis d'une même région, l'une des plus sensibles du monde, toujours en proie à s'enflammer à la moindre étincelle, des mots, des gestes symboliques ou concrets. On voit cela avec Philippe Rochaud et Thomas Donzel. Le chef du gouvernement israélien, Ehud Olmert, est arrivé au Grand Palais 15 minutes avant le président syrien Bachar el-Assad. Après la poignée de main donnée au président de la République, chacun était orienté vers sa place. Les témoins disent que Ehud Olmert aurait cherché sans succès le regard de Bachar el-Assad. À la table de conférence, ils étaient assis à 10 mètres l'un de l'autre, mais Assad est sorti avant le discours du premier israélien. Le chef du gouvernement turc, qui joue les intermédiaires entre Syrie et Israël, les a rencontrés séparément dans 2 hôtels parisiens. Pour Nicolas Sarkozy, ce sommet rapproche les pays de la Méditerranée. Le monde entier vous regarde. Il regarde du côté de la Turquie et de la Grèce. Il regarde du côté de l'Algérie et du Maroc. Il regarde du côté de la Palestine et d'Israël. Il faut surmonter nos désaccords. Il faut surmonter nos divisions pour construire un instrument de paix au service de notre mer commune, la mer Méditerranée. Ce matin, Nicolas Sarkozy avait donné un coup de pouce au rapprochement entre l'autorité palestinienne et Israël en recevant Mahmoud Abbas et Ehud Olmert. Une rencontre qui s'ajoute aux promesses de réconciliation entre le Liban et la Syrie. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord. Mais les 43 chefs d'État ont eu du mal à rédiger la résolution finale à cause des termes définissant le caractère de l'État palestinien. La plupart se retrouveront demain au défilé du 14 juillet. Les appels à la paix au Proche-Orient se sont donc multipliés. Des propos clairs du président égyptien Moubarak, optimisme du Premier ministre israélien Ehud Olmert, espoir du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais tout cela ne pourra également se faire sans le président Bachar al-Assad, le président syrien, qui sera notre invité dans un instant. Voyons pourquoi le leader syrien détient également les clés du processus de paix dans la région avec Renaud Bernard. On l'appelle le maître de Damas, mais l'uniforme militaire n'est pas son costume préféré. Pour lui, diriger la Syrie ne passe pas forcément par la guerre, c'est ce qui le distingue de son père. Hafez al-Assad, l'ennemi d'Israël, l'envahisseur du Liban. 30 ans de règne sans partage, durant lequel les opposants sont impitoyablement éliminés. À sa mort en l'an 2000, Bachar lui succède, il n'a que 34 ans. Diplômé d'ophtalmologie, marqué par ses études à Londres, son entourage jure qu'il a dès le premier jour tenté de solder l'héritage du passé.
Par exemple, dès son arrivée à la présidence, il a voulu évacuer l'armée du Liban et il s'est battu contre ceux qui, autour de lui, profitaient de cette situation de guerre. Bachar el-Assad, ici aux côtés de son épouse Asma, il l'a rencontré en Grande-Bretagne. Un objectif l'anime, ouvrir son pays et incarner la Syrie moderne. Un jour, il recevait des députés anglais. Il les a emmenés au restaurant dans la montagne en conduisant lui-même la voiture. Les parlementaires n'en croyaient pas leurs yeux. Le Moyen-Orient considère que la paix ne peut se faire sans la Syrie. Bachar el-Assad est aujourd'hui incontournable. Allié du président iranien Ahmadinejad, influent sur le Hamas en Israël et le Hezbollah au Liban, c'est l'homme clé de toute la région. Avec nous donc le président syrien Bachar el-Assad. Bonsoir Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, commençons par votre présence à Paris après des années de tension. La France et la Syrie sont-elles entrées à vos yeux dans une nouvelle ère diplomatique ? Je crois que la France est entrée dans une ère nouvelle après l'arrivée de Monsieur le Président Sarkozy qui a pris un parcours tout à fait différent dans le domaine de la politique. Ça a eu une conséquence positive sur la relation franco-syrienne, sur la relation syro-européenne, oui. Mais êtes-vous conscient que votre visite a suscité ici en France quelques controverses et polémiques dans l'opinion, et qu'en pensez-vous ? C'est vrai, mais ceci prend un aspect concerne les différends, les relations internes en France ou en Europe. Ce qui a été adopté par le président Sarkozy, c'est la relation de la Syrie avec les causes et les affaires qui nécessitent une solution dans le Proche-Orient. La Syrie est une partie intégrante dans la solution des questions du Proche-Orient. Tout pays qui souhaiterait résoudre les problèmes du Proche-Orient doit parler avec la Syrie. C'est justement ce qu'on va voir, Monsieur le Président. On sent bien que les lignes sont peut-être en train de bouger dans le fragile processus de paix au Proche-Orient. Parlons de vos relations avec Israël. Vous étiez aujourd'hui à la même table avec le Premier ministre Ehud Olmert. Vous êtes-vous, tout d'abord, serré la main, tout simplement, aujourd'hui ? Non, parce que nous sommes en cours du processus de paix, on ne cherche pas des symboles, on parle, on examine, on cherche à créer une réalité nouvelle, c'est la paix à la place de la guerre. Ceci nécessite de regarder de près les causes des discords, l'occupation de la terre. On est en train de parler entre spécialistes en des négociations indirectes entre la Syrie et Israël à travers l'intermédiaire de la Turquie. Une fois l'accord de paix est signé, les symboles deviennent des symboles de grande importance. Alors, pas de symbole, mais là, regardez, Monsieur Al-Assad, vous êtes formellement en guerre depuis 1948 avec l'État hébreu, mais êtes-vous prêt désormais à mettre en place des relations normales avec Israël et directement ? Certes, l'objectif du processus de paix, c'est de mettre fin à la guerre. À travers la signature d'un accord de paix, l'étape prochaine, c'est d'œuvrer pour établir des relations naturelles, normalisées entre les deux pays qui étaient en état de guerre, comme la relation franco-syrienne à titre d'exemple, ou parmi les autres pays. Ce sont des relations normalisées ou des relations naturelles entre les différents pays. Ces relations normalisées, une prochaine étape, on peut savoir quand précisément ? Nous sommes en train des négociations indirectes. L'objectif de ces relations, c'est d'établir des ponts de confiance et de trouver des ponts de confiance et de facteurs communs. Une fois ces facteurs communs sont jetés, nous serons prêts pour engager des négociations directes. On peut parler des relations dans les détails, la question hydraulique, les préparatifs de sécurité. Une fois l'accord est signé, on peut signer un accord de paix avec Israël. Après, on passe à l'étape, on parle d'un agenda de l'après-signature. C'est une question qui ne nécessite pas
entre 6 mois jusqu'à 2 ans au maximum si les deux côtés sont sérieux dans l'engagement des négociations directes. Une petite précision, et si ces discussions ont lieu un jour, pourraient-elles se dérouler à Paris sous l'égide du président français Nicolas Sarkozy ? Pendant la première étape, l'étape des négociations indirectes avec l'intermédiaire turc, hier, lors de ma rencontre avec le président Sarkozy, j'ai invité Monsieur le Président Sarkozy d'engager de faire un rôle de parrain dans la deuxième étape, l'étape des négociations directes qui aboutit à l'établissement de la paix par les signatures d'un accord de paix. Le parrainage des États-Unis est indispensable. Le rôle qui est de la France est un rôle essentiel. Le président Sarkozy était enthousiaste pour pousser en avant le processus de paix et de soutenir et de jouer un rôle qui est le sien, le rôle un rôle français direct dans le processus de paix. Nous avons engagé, nous avons discuté, examiné les grandes lignes et les détails seront les détails du projet de l'avenir. Une autre question importante. Si l'enquête sur la mort de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri venait à démontrer des complicités au sein de l'appareil d'État syrien, quelle serait votre réaction ? Au cas, je voudrais, c'est-à-dire au cas où nous avons dit à plusieurs reprises, toute personne impliquée dans cette affaire, c'est un criminel qui va être sanctionné par la loi syrienne. Nous sommes tout à fait convaincus qu'il n'y a pas une personne syrienne qui est en relation dans ce crime. Nous avons soutenu toutes les commissions chargées par les Nations Unies d'enquêter sur le crime. C'était clair dans les rapports rédigés à plusieurs reprises quand ils ont annoncé, quand ils ont dit d'une coopération syrienne satisfaisante dans ce domaine. Nous allons soutenir le tribunal international qui va effectuer ce travail, mais il faut avoir des preuves tangibles, concrètes, avant de donner des chefs d'inculpation en Syrie, au Liban et dans d'autres pays du monde. Monsieur le Président, on sait que Nicolas Sarkozy attache beaucoup d'importance à la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit, détenu par le Hamas. Le chef politique de cette mouvance, Khaled Meshal, vit sur votre sol. Est-ce que vous envisagez d'intervenir auprès de lui afin de faciliter la libération du soldat Shalit? Et est-ce que vous en avez parlé avec le président Sarkozy? Oui, j'ai parlé avec Monsieur le Président Sarkozy hier. Monsieur le Président Sarkozy, c'est lui qui a ouvert cette discussion. Au début, quand nous avons parlé de l'inculpation du soldat Shalit, nous avons parlé avec Hamas de ce sujet, mais plus tard, les Égyptiens ont montré de l'intérêt de cette question. Ils ont demandé aux Syriens de prendre en charge cette question et nous ne sommes plus en contact avec Hamas concernant cette question. Je pense que maintenant, les Égyptiens qui font cette affaire, qui assument la responsabilité de cette question, et nous avons dit au président Sarkozy, nous sommes prêts, mais puisque l'Égypte fait ce travail, il faut contacter les Égyptiens. Monsieur le Président, vous avez fait souffler à votre arrivée au pouvoir un vent de modernité, d'ouverture. Vous avez fait vos études à Londres, votre épouse a également vécu en Occident. Pourquoi ne pas avoir poursuivi le chemin entamé? Est-ce que vous ne voulez pas être celui qui ouvrira les portes de la démocratie dans votre pays? Non, nous continuons toujours en avant, mais avec des pas bien étudiés, bien précis, qui ne seraient pas probablement des pas rapides. Notre objectif, c'est la stabilité. Nous sommes dans une région tout à fait différente par la complexité sociale, avec ses idéologies, ses problèmes et les accumulations du problème historique. Toute opération non calculée, impulsive, pourrait donner des conséquences difficiles à résoudre
dans les prochaines décennies. Nous sommes toujours en avant, nous ne sommes pas reculés, nous allons en avant toujours. L'ouverture en Syrie est beaucoup plus grande de par le passé. Nous n'avons pas réalisé tout ce que nous voulons. Il y a un retard à cause des conditions politiques et difficiles, l'isolement de la Syrie, les guerres perpétrées, l'extrémisme, la pauvreté, le manque du développement dans la région. Ce sont des raisons qui donnent un impact sur l'opération du progrès et de l'économie en général. Nous avons effectué des pas positifs, nous sommes au début du chemin, le chemin est très long. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des espoirs clairs, nets et précis de paix dans la région dans les prochains mois ? Nous n'avons pas d'autre choix que la paix, mais quand on parle de plusieurs mois, je doute, parce que cette paix a besoin d'un parrainage international. À la tête de la liste, les États-Unis d'Amérique. Si je voudrais être franc avec vous, l'administration actuelle sont qualifiées de deux choses. Cette administration n'a pas de vision pour la paix et n'a pas une volonté pour engager la paix. Après 7 ans et demi de l'âge de cette administration, la volonté d'engager la paix n'existe encore. Ça veut dire que vous avez des espoirs dans la nouvelle administration américaine qui pourrait voir le jour dans les prochains mois ? Oui, beaucoup plus de l'espoir qu'il y a encore. Je parle de l'étape après 6 mois qui commence avec l'administration nouvelle et qui va être conditionnée par les politiques adoptées par l'administration nouvelle américaine. Monsieur le Président, une dernière question et vous pouvez peut-être nous répondre en français puisque je sais que vous parlez notre langue. Confirmez-vous ce soir votre présence demain au défilé symbolique du 14 juillet ? C'est un peu difficile pour moi de parler en français. Il y a longtemps quand j'ai parlé en français. Excusez-moi, je vais parler en arabe, si vous permettez. Bien sûr. Bien évidemment, je vais être présent au défilé militaire. Je suis invité par Monsieur le Président Sarkozy et demain, je serai fier d'être avec les autres hôtes de la France sur la tribune de la défilée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci pour vous et au revoir. Voilà pour cette interview enregistrée seulement quelques minutes avant le début de ce journal. Bachar el-Assad qui sera donc, vous venez de l'entendre, demain aux côtés du président français pour le défilé du 14 juillet. 4000 soldats défileront, dont les casques bleus. Également attendus les drones, dernier fleuron de l'armée française. Un défilé que vous pourrez d'ailleurs suivre demain dès 8h45. Une émission spéciale en direct présentée par Gilles Leclerc et Pierre Servant sur France 2. Autre image, celle de l'arrivée du pape à Sydney en Australie. C'est mardi que s'ouvriront là-bas les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, lancées il y a 22 ans par le pape Jean-Paul II. Près de 500 000 jeunes catholiques venus du monde entier sont attendus là-bas jusqu'à dimanche prochain. Et puis on a appris la mort d'une grande figure de l'opposition anticommuniste en Pologne. Bronisław Geremek est décédé à l'âge de 76 ans dans un accident de voiture dans l'ouest du pays, membre fondateur de Solidarnosc et ancien ministre des Affaires étrangères. Il avait été élu au Parlement européen en 2004. Il défendait l'idée européenne depuis des années. Voilà Bronisław Geremek. La vente d'alcool interdite aux mineurs en France, et cela dès 2009. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, le souhaite. Elle entend ainsi lutter contre une tendance, l'augmentation de la consommation chez les ados. Mais l'interdiction est-elle possible dans les faits? Reportage à Lille, Pierre Monégier et Patrick Wurstorm. Certains ont à peine 16 ans et ce sont déjà des habitués. Le patron ne s'en cache pas, ici les mineurs sont les bienvenus. 30% à peu près de la clientèle est mineure, quoi. Entre 16 et 18, quoi. Et vous pouvez garantir qu'il y en a aucun qui boit de l'alcool? Ah, je peux pas le garantir à 100%. Au bar, pas de contrôle d'identité. En théorie, seuls les plus de 18 ans ont droit aux alcools forts. Mais ici, des adolescents de 15 ans enchaînent les cocktails interdits aux mineurs. J'ai bu un mojito, un cocktail. Après, je me suis pris une bière. J'ai été chercher à l'épicerie avec une bouteille de vodka. On a bu la bouteille de vodka à 3. Vous savez que c'est illégal et que c'est dangereux? Si tu bois tous les soirs, ouais, c'est dangereux. Par contre, si tu bois un week-end par mois, là, ça devient, c'est pas si grave que ça.
Au contraire, le binge drinking ou boisson défonce multiplie les risques de coma éthylique. Pour ne pas avoir d'ennui, certains bars ferment leurs portes aux mineurs. Les ados refoulés vont alors se fournir chez des épiciers moins regardants. Ils te donnent la boisson et quelquesfois ils disent sois discret quand tu sors en fait. Là, il y a une loi qui va essayer d'interdire vraiment l'alcool pour les mineurs. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas normal. Hein. Il y aura toujours un commerçant qui voudra se faire de l'argent en plus et qui vendra quand même. À quelques pas de là, des supérettes ouvertes jusqu'à 2 h du matin. Le week-end, l'alcool représente 80% de leurs recettes. Pas question de faire fuir le client. S'il a 17 ans et demi, c'est un mineur. Je peux pas le vendre. Comment je peux savoir, moi? Est-ce que vous n'avez pas le droit de demander une pièce d'identité? Voilà, exactement. En 3 ans, les hospitalisations pour ivresse ont augmenté de 50% chez les 15-24 ans. Et voilà que l'on reparle de l'iPhone. Le téléphone d'Apple revient dans une version nouvelle dans le monde et en France, c'est pour jeudi. Mais alors pourquoi un autre appareil si proche de la sortie du précédent? Eh bien, on voit cela avec Romain Messi et Martin Vandenbosch. Ils ont fait la queue pendant des heures, voire plusieurs jours. Objet de cette frénésie, la sortie mondiale du nouvel iPhone, signé Apple. Et vendredi à minuit, ce jeune néo-zélandais de 22 ans est le premier à l'acheter. Là, je vais rentrer chez moi, jouer avec mon téléphone et surtout aller me coucher, car j'ai dormi à peu près 6 heures en 3 jours. Le nouvel iPhone est plus performant et surtout beaucoup moins cher que l'ancien. En France, il coûtait au minimum 399 € dans sa première version. Il sera dorénavant à 149 €. Ceux qui s'étaient précipités pour l'acheter ont le sentiment de s'être fait rouler. Vous l'avez acheté combien à l'époque? J'avais acheté 735 en abonnement. Je suis dégoûté. Voilà, ça me donne pas envie d'acheter le deuxième. La France devra patienter jusqu'à jeudi pour découvrir le nouvel iPhone. Apple espère en vendre plus de 10 millions d'exemplaires sur la planète avant la fin de l'année. Dimanche dernier, nous étions partis au camping à Aigues-Mortes dans le Gard. Ce soir, nouvel épisode de ces destinations de l'été, avec cette fois un grand hôtel et sa clientèle. Direction les coulisses de l'hôtel du Palais à Biarritz, une institution 5 étoiles et des rencontres faites par François-Julien Piednoir et Vivien Roussel. C'est le grand format de ce dimanche. Chers téléspectateurs, cette fois on vous écrit ce reportage d'un hôtel 5 étoiles, oui, d'un palace à Biarritz, où nous avons passé 24 heures avec 300 vacanciers, disons, privilégiés. Ils ont choisi le luxe de se mettre les pieds sous la table, de se balader en peignoir sous les dorures, bref, de se sentir un peu comme à la maison, et finalement de ne pas perdre leurs petites habitudes. On ne pense à rien, on est là, on est chouchouté. Vraiment, on est reçu comme chez soi et on retrouve chaque année le concierge, le directeur de la piscine. Ils vous donnent toujours la même chambre. Ils essaient que vous passiez les meilleures vacances possibles. Comme les gens qui ont le même emplacement au camping, en gros. Exactement. Tout à fait, mais c'est une bonne remarque. Mais un camping au couvert en argent où l'on dépense en moyenne 1 000 € par jour. Alors comment fait-on comme cette petite famille quand on a 5 enfants? Pour 3-4 jours, franchement, c'est faisable. N'importe qui peut profiter de 3-4 jours au top niveau. Si c'est pour passer un mois comme certains clients à l'hôtel, c'est clair, il faut soit économiser, soit être riche. Le mot est difficile à lâcher, mais certains clients le reconnaissent volontiers. En réglant la note, on en a conscience. Effectivement, c'est très cher. Parce qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Hein. Sûrement. Ici, oui. Moi, je m'en rends compte. C'est des vacances de riches. Rebonjour mesdames. Jean-Claude s'occupe de la piscine depuis 30 ans et il en a ramassé des bijoux au fond de l'eau. Au golfe de Biarritz. Il y en a même qui se baignent avec des billets de banque dans les poches. Ah bon? Ou des cartes de crédit, oui, ça arrive. Ils ont plongé avec leurs veste? Ben oui, mais parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils mettent ça dans leur poche de maillot de bain ou de Bermuda, et puis voilà. Ça arrive une fois de temps en temps. Ça, c'est le grand luxe quand même. Je ne sais pas. Faute de temps, car on devait vous écrire cette carte postale, nous n'avons pas pu tester les massages aromatiques et autres soins à 250 €. En revanche, on a pris le temps de quitter la France d'en haut pour la plage d'en bas et demander aux vacanciers, dits lambda, si le 5 étoiles les faisait rêver. Ah, c'est gratuit, j'y vais de suite. Hein. Mais là, non, c'est pas possible, non. Ce serait des vacances idéales? Oui. Ouais. Pas que idéal, ça serait le top, comme on dit. Ça vous fait pas rêver, mademoiselle, qui vous emmène dans un hôtel comme ça, derrière? Le rêve, c'est moi.
Retour au palace, après une partie de pétanque, de golf, rien de tel que l'apéro, encore une fois, le cocktail. Mais scandale, ce soir, un invité est arrivé à 4 pattes, sans réservation. Nous voulions dîner et nous ignorions totalement que Coca ne serait pas accepté. Aïe. Alors nous ne pouvons pas dîner et nous en sommes désolés. Enfin, vous pouvez remarquer depuis que vous êtes là que Coca ne bronche pas. Il se sent qu'il bien, est là. très sage et très bien élevé, mais que bon, c'est tout. Or, comme nous ne voulons pas nous séparer de Coca, nous allons être obligés de partir. Seul animal autorisé au dîner, le homard. Mais certains vacanciers ont boudé le menu de l'impératrice. Pas de problème, un coup de fil au room service, une côtelette et au lit. Magnifique. Il est alors minuit. Oui, bonsoir, c'est l'hôtel du Palais. Il me faudrait un taxi pour 2 clientes, s'il vous plaît. Oh oui, il valait mieux un taxi pour ces 2 Américaines, incapables de prendre le volant pour aller en boîte de nuit. Bonsoir. Nous sommes en vacances en famille. Nos parents ont tout payé. Avec notre argent de poche, on paye les boissons, les repas et les extras. Et est-ce que ce sont des vacances VIP? Oh oui, absolument. On n'aurait jamais imaginé un endroit pareil. Bon, elles ont l'air fatiguées, nous aussi d'ailleurs. Après 24 heures de tournage, vous comprendrez qu'on ne les ait pas suivies. C'était la première fois qu'on dormait dans un palace. Alors, bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Le sport de ce dimanche avec tout d'abord les images du Stade de France en liesse hier soir, 10 ans, jour pour jour, après la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Ils étaient 80 000 à être venus célébrer cet anniversaire avec la génération 98. Un match de gala et des buts de gala. Zidane a marqué, mais également Pauletta et Bernard Diomède. Pour l'anecdote, le score 3-3 entre France 98 et le reste du monde. Le Tour de France, attaqué aujourd'hui, les Pyrénées, étape reliant Toulouse à Bagnères de Bigorre. Et c'est le grimpeur italien Riccardo Rico qui a remporté l'étape. Mais le luxembourgeois Kim Kirchen conserve son maillot jaune. La 9e étape avec Nathanaël de Rinxin et Régis Maté. Les coureurs savaient que cette première étape dans les Pyrénées laisserait des traces. Mais Cadel Evans ne s'attendait certainement pas à terminer dans un tel état. L'Australien, favori du Tour, a bien failli quitter la course prématurément. Une chute à mi-parcours, il est blessé au dos, au genou, au coude. Son casque s'est brisé sous la violence du choc. Un miracle. Pas nerveux, très tranquille, on a évalué la situation avec lui et on a dit après l'arrivée on va regarder. La 9e étape a encore été animée par une échappée. 3 hommes dont un Français, Nicolas Jalabert. Il compte jusqu'à 15 minutes d'avance, mais en montagne, c'est insuffisant face aux meilleurs. Dans le col d'Aspin, on attendait Valverde ou Evans, mais c'est Riccardo Rico qui surgit. À la manière d'un Pantani ou d'un Armstrong, le Cobra, comme il est surnommé en Italie, confirme aujourd'hui qu'il est un grimpeur hors norme. En quelques kilomètres, il rattrape les échappés, prend 1 minute d'avance sur les favoris du Tour et s'offre sa 2e victoire en 3 jours. Un exploit qui laisse pourtant pantois certains acteurs du peloton. Qu'est-ce qu'il a de plus pour être si fort en montagne, pour être si vif dans ses démarrages? Je sais pas, faut lui demander, c'est pas moi qu'il faut demander. Non mais il a une manière de jaillir. Ah, c'est sûr, c'est un bon coureur. Tout à l'heure, Riccardo Rico a été contrôlé pour la 5e fois en 10 jours. De nombreux tests qui laissent penser que le jeune Italien est dans le collimateur de l'Agence française de lutte contre le dopage. En attendant, il revient à 2 minutes 35 du maillot jaune avant la grande étape pyrénéenne, demain, vers Otakam. Et cette étape du Tour a été aujourd'hui suivie par un trio de comédiens qui sera en septembre à l'affiche du film Faubourg 36, film très attendu de Christophe Baratier, le réalisateur, souvenez-vous, en 2004 des choristes, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac et Kad Merak. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, comment avez-vous vécu cette journée? C'était une première pour tous les trois ou pas du tout? Moi, j'étais déjà venu sur le Tour, oui. Mais c'est toujours aussi épatant et aussi impressionnant. Parce qu'on est dans les voitures, on suit, on commente, on nous explique. Et on voit à quelle vitesse la voiture descend. On était vraiment très impressionnés. On a failli tout rendre. Clovis Cornillac, qu'est-ce qui vous a, vous, le plus impressionné? Les coureurs, la vitesse, l'enthousiasme du public? Parfois, ça ressemble un peu à la folie. Ouais, moi il y a plein de choses en fait qui m'impressionnent. C'est déjà la force des bonhommes, quoi, des gaillards, parce qu'on se rend compte quand on fait l'étape déjà en voiture que c'est long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de kilomètres.
qu'il y a beaucoup plus de boss qu'à la télé, c'est-à-dire que, évidemment, des spécialistes qui commentent formidablement bien le tour nous disent oui, bon, bah là, ça passe tranquille et tout. Quand on est en voiture, on se rend compte que ça monte et que tout est compliqué, que c'est très long, et 200, je crois que c'était 224 km, c'est juste hallucinant, et c'est pas une course d'une journée, donc on était, oui, assez scotché, et c'est vrai qu'on on comprend pourquoi il y a du monde au bord des routes, parce que même si on les voit passer assez rapidement, il y a, je sais pas, il y a une force qui se dégage de cette compétition qui est vachement belle, donc c'était très impressionnant et très agréable d'être là. Alors Cadmerade, une question essentielle, une question de fond, hein, je voudrais être rassuré, je crois que vous n'aviez pas le droit de prendre de coups de soleil car vous êtes en tournage, vous n'avez pas oublié aujourd'hui l'écran total? Alors, non seulement il n'y avait pas besoin d'écran total, mais il y avait besoin de laine polaire totale ce soir. Non, oui, en plus, bon, on était en voiture, on était, comme disaient Clovis et Gérard, on était au cœur de la course. Mais en même temps, pas prendre de coups de soleil, c'est pas grave en même temps. Hein. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'aucun de nous trois n'avait le droit de prendre des coups de soleil. Voilà, donc au moins, puisqu'on est tous les trois en tournage. En tournage, j'ai bien compris ça, oui. Alors on va parler cinéma de Faubourg 36. Il faudra attendre fin septembre pour découvrir le nouveau film de Christophe Baratier. On regarde tout de suite les premières images du film et puis on se retrouve juste après, bien sûr. Les résultats de ce 3 mai 1936 sont sans appel. Le Front populaire triomphe. Un programme inoubliable pour votre réunion de la Saint-Sylvestre. On occupe. Vous pensez quoi, monter un spectacle chez moi? On vous paiera un loyer. Faites gaffe les gars, ça me file le vertige. Ah bah regarde ailleurs. Pourquoi tu mets ça? Pour avoir l'air froid. Quand on auditionne, faut toujours avoir l'air froid. T'as l'air d'une mouche. Suivant. C'est la jeune fille envoyée par Monsieur Galapia. Est-ce que vous pourriez nous montrer vos jambes, s'il vous plaît? Oui, quand même. On vous engage. Il y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre télétrottor. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Le public venait enfin nombreux. On pourrait applaudir ces chômeurs qui faisaient un spectacle avec leur vie. Pour quelle raison je donnerais une nouvelle chance à ces minables? Il est où mon bénéfice? Il y a quoi en échange? Merci beaucoup. Alors Gérard Jugnot, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce nouveau projet avec Christophe Baratier? D'abord, ce qui m'a séduit, c'est que Christophe m'a donné la chance de refaire un film avec lui. Après cette aventure magnifique qu'on avait connue des choristes, c'est pas toujours évident qu'un metteur en scène qui fait un premier film veuille reprendre cadre ou des gens avec qui il a déjà travaillé. Parce qu'on est, bon, le premier film, ça tâtonne un peu. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, d'abord, le sujet est formidable. C'est une suite sans en être une. C'est-à-dire que c'est une suite dans les thèmes, c'est une suite dans ce que ça raconte, c'est-à-dire de l'humour, de l'émotion, de la musique. Et puis surtout, ce que je trouve épatant dans le film, c'est que Christophe a fait un premier film avec un succès considérable. On pouvait dire, tiens, c'est peut-être une chance, c'est du bol. Et ben non, avec ce deuxième film, il confirme qu'il est un grand metteur en scène et qu'il faut maintenant compter avec lui dans le cinéma, des grands cinémas d'auteurs publics. Alors Cadmerade ou Clovis Cornillac, c'est un film sur fond de front populaire, des gueules, comme on dit, des visages qui nous font penser à ceux de Gabin, de Carrette, le cinéma de Tanlara et du Vivier. Ce sont des références pour vous ou pas? Vas-y, on voit. Je vais laisser répondre Clovis Cornillac. Oui. Oui, voilà, c'était enfin des références. J'entends dans la question, j'ai l'impression, c'est comme si c'était quelque chose dont on se serait inspiré. Très sincèrement, moi, je suis un super mauvais imitateur, donc je me permettrai pas de me comparer ou d'essayer d'imiter ce type d'acteur. En revanche, forcément, c'est comme ça fait partie de notre culture, c'est-à-dire que inconsciemment, probablement, c'est des images qui nous restent. Et c'est vrai que, par contre, en voyant le film, non pas en le tournant, mais en voyant le film, il y a quelque chose qui me fait penser à des émotions que j'ai pu avoir, par exemple, sur des films comme La Belle Équipe ou des choses comme ça. Alors, vraiment, sincèrement, c'est sans se comparer à ces acteurs-là, ni, je pense, pour Christophe, à se comparer à ce type de metteur en scène, parce qu'il y a quelque chose dedans, dans le film, qui me paraît
très moderne, bizarrement. C'est-à-dire, c'est un film, évidemment, qui parle de 1936, donc c'est pas aujourd'hui, mais il y a quelque chose dans la manière de tourner, la manière de faire, qui a à voir avec le spectaculaire, dans le bon sens du terme, qui fait qu'il me semble que le film est moderne, avec des références probables et évidentes, enfin... j'imagine inconscientes, en tout cas pour nous acteurs, mais qui font que c'est vrai que quand tu regardes le film, bah t'y penses un peu quand même. Et Kad, vous avez pu voir le montage final ou pas? Vous avez pu voir le montage final du film, où il est toujours en cours? Le film Faubourg 36? Oui. Oui. Bien sûr. Il est fini. Mais oui. C'est bien. Mais il est terminé, on l'a vu fini, on a vu tout. Mais moi je voulais juste ajouter à tout ça qu'il y a quelqu'un qui est pas loin d'ici et qui aurait dû être avec nous, c'est Nora. Nora Arnezeder, qui est à notre avis la grande révélation du film. Voilà, c'est Christophe a révélé Jean-Baptiste avec les choristes. Je crois que là, encore une fois, il a eu un nez absolument fabuleux. Il va vous faire découvrir une grande actrice, une grande chanteuse, qui va porter sur ses épaules un rôle important, parce que c'est le rôle féminin principal. On pourrait juste vous parler d'elle, parce que voilà, elle est formidable dans le film. On a vu le film terminé, Laurent, je vous rassure, parce que c'est bien fini. Et vous allez découvrir... Vous arrêtez de passer la tondeuse ou il y a un truc qui se... Non mais c'est pas possible quand même. C'est une tondeuse, c'est quoi? On aura le temps de reparler de tout ça en septembre. Merci à tous les trois. Faites attention à l'orage. Et le petit Pépino, oui, qui effectivement, on retrouvera également dans ce film. Il y a Maxence Perrin. Et on suivra tout le monde. On sait que vous devez fermer le journal. Non, mais allez-y, on peut garder l'antenne. C'est un grand film de second rôle. Un petit coup de téléphone. On appelle les films de second rôle avec Pierre Richard, Bernard qui Pierre est Donadieu. Extraordinaire dedans. Voilà. Il y a François Morel. Mais vous reviendrez nous en parler en septembre. C'est un très bon film. C'est un très bon film, je crois. D'accord, merci beaucoup. Et comme chaque dimanche, voici le classement des films au premier jour de leur sortie dans l'Hexagone. En tête, et de loin, Hancock, un super-héros alcoolique et inattendu, interprété, vous le savez, par Will Smith, et à ses côtés, la magnifique Charlize Theron. Ensuite, Kung Fu Panda, dernière production des studios DreamWorks. En troisième position, Le Voyage aux Pyrénées avec Jean-Pierre Daroussin et Sabine Azema. Et enfin, My Name is Alan Foe, le portrait d'un adolescent marqué par la mort précoce de sa mère. Avant de refermer le journal, revenons sur la principale information. Aujourd'hui, l'Union pour la Méditerranée a été lancée aujourd'hui à Paris. En marge de ce sommet, de nombreuses discussions et déclarations concernant le processus de paix au Proche-Orient. Ce soir, le président syrien Bachar al-Assad était bien évidemment notre invité. Vous avez pu suivre il y a quelques minutes. Il estime que la paix avec Israël prendra entre 6 mois et 2 ans. Le président Bachar al-Assad qui estime que tout pays qui souhaite régler le conflit au Proche-Orient doit parler avec la Syrie. On l'écoute tout de suite. Dans les négociations directes, nous discuterons tous les détails. L'eau, les systèmes de sécurité, les frontières. Si nous sommes d'accord sur tout cela, nous pourrons signer un accord pour rétablir la paix. Et là, nous enclencherons un calendrier d'exécution pour réaliser cette paix. D'après nous, du point de vue syrien, cette opération ne demandera pas plus qu'une période comprise entre 6 mois et 2 ans au maximum, si les deux parties sont sérieuses. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci d'avoir suivi le journal. Tout de suite la météo, Tania Young à 20h50, c'est Cold Case. 3 épisodes, demain pour l'information, Élise Lucet à 13h et Françoise Laborde à 20h. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. L'info continue, c'est aussi sur France2.fr.